ERES, société de conseil et de gestion indépendante, spécialiste en retraite, épargne salariale et actionnariat salarié. Bonjour à tous. Durant la période particulière que nous venons de connaître, les éditions Francis Lefebvre, les éditions législatives et Francis Lefebvre e-Compliance ont fortement accompagné la profession des experts comptables par l'ouverture de nos fonds et de nos services pour vous aider au maximum tant les évolutions réglementaires ont été abondantes. Notre volonté, vous accompagner dans le développement de vos missions comptables, fiscales, sociales, juridiques, audit et gestion de patrimoine, tant sur le plan de nos fonds numériques que sur nos outils de simulation et nos offres logicielles. Et ce, à travers nos 3 maisons. Les éditions Francis Lefebvre, bien entendu, sur l'ensemble des missions, les éditions législatives, particulièrement sur toute la partie sociale, et enfin Francis Lefebvre e-Compliance pour ce qui relève des outils de contrôle de conformité. C'est donc avec grand plaisir que nous vous accueillons sur notre stand virtuel pour échanger et partager ensemble. Je tiens à vous remercier très chaleureusement pour votre fidélité. Nous sommes un lien entre les gens, un lien de confiance et de solidarité, mais aussi et surtout un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette 4e plénière du premier congrès numérique de la profession du chiffre et du conseil. Jean-Luc Flabot, bonjour. Bonjour. Bonsoir plutôt, président de CF. Lionel Canesi, bonsoir à vous. Bonsoir à tout le monde. Président du CROEC-PACA et chef de file de la liste fier d'être expert comptable en vue de l'élection à la présidence du Conseil SUP au mois de novembre, si je ne me trompe pas. Et puis, notre ami Gaps qui est avec nous. Ça vous a plu la dernière fois, Gaps, hein? Oui, ça m'a plu. Alors, je suis revenu. J'ai presque tout compris. Donc, je ne désespère pas de comprendre encore une fois. Alors, continuez à griffer avec vos petits doigts acerbes lorsqu'il le faut. Vous avez carte blanche. Le thème qui nous réunit, l'expert comptable au cœur de l'économie. Faut-il rappeler que lundi, nous avons évoqué l'indépendance numérique de la profession que vous avez érigée en priorité, l'école de la profession que vous souhaitez mettre en place, puis le rôle des institutions que vous avez décrites comme décentralisées de préférence, plus près encore des régions. Et aujourd'hui, ce rôle que vous souhaitez voir enfin attribué aux experts comptables, celui de professionnels véritablement au cœur de l'économie et donc reconnu en tant que tel. Je voudrais, avant de vous poser quelques questions évidemment et vous développer avec vous certains points, on verra notamment un livre blanc que vous avez rédigé, je voudrais d'abord vous faire écouter un certain nombre de témoignages qui ont été recueillis, témoignages de clients qui visiblement ont accepté de livrer leur satisfaction à l'issue de cette période très compliquée qu'ils ont vécue. Voilà ce qu'ils vous disent aujourd'hui, voilà ce qu'ils disent de leur expert comptable. Trouvé dans mon expert comptable comme un référent, et c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, est devenu à mes yeux le partenaire de la sécurité, de la pérennité de mon entreprise. Notre expert comptable et son équipe sont toujours restés disponibles, joignables et accessibles durant toute cette période. Notre expert comptable est un vrai partenaire. C'est donc le moment pour nous de leur dire un grand merci d'avoir été là et d'être encore là aujourd'hui. Mon expert comptable, qui est une personne extraordinaire. Je me suis sentie entendue, épaulée, accompagnée. Je peux que la remercier. Un soutien digne de quelqu'un de ma famille. Je remercie mon expert comptable. Sans elle, non, je n'aurais pas pu y arriver. Non, je n'aurais pas pu m'en sortir sans eux. Sans tout ce qu'ils ont fait pour nous,
j'aurais baissé les bras et j'aurais certainement pas pu continuer. Bravo et merci à mon expert comptable. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'un sondage, il s'agit d'un micro-trottoir avec toutes les réserves qu'on peut accorder à ce genre d'exercice. Même si Gaps nous le montre, l'expert comptable est selon lui aussi au cœur de l'économie. Encore une fois, Jean-Luc Flabeau, ces témoignages-là, ils vous touchent évidemment parce qu'ils apportent quand même une preuve en période de crise. Les périodes de crise opèrent comme des révélateurs. Ça fait chaud au cœur pour la profession, pour les 20 000 experts comptables et les 120 000 collaborateurs de cette profession, parce que c'est une reconnaissance de l'expert comptable, parce que de façon brutale, à partir de mi-mai, à partir du confinement qui est tombé encore une fois d'une façon très, très rapide, nous nous sommes retrouvés au cœur de l'économie. Et donc notre utilité a été très forte et reconnu par nos clients. Et je crois que tous les cabinets ont eu des messages, ce type de messages de leurs clients. Et donc ça veut bien dire que dès qu'on touche, dès qu'on est utile à nos clients, nous sommes reconnus. Alors après, il faut que notre utilité, et ça on va en parler avec Lionel pendant cette heure, il faut que notre utilité, elle dépasse les clients, elle soit dans notre environnement, auprès des pouvoirs publics, qu'on ait cette influence auprès des pouvoirs publics, parce qu'on est des acteurs de l'économie. Mais celle qui nous est la plus chère, c'est quand même celle de nos clients. Et quand, par contre, nous n'avons pas cette utilité auprès des clients, là, on est en danger. Donc voilà, mais en tout cas, ces témoignages, ce micro-trottoir nous fait chaud au cœur, bien évidemment. Lionel Canesi, ce micro-trottoir, il n'est pas le fruit du hasard. Hier, on évoquait lors de la précédente plénière consacrée au rôle des institutions l'action qui avait été réalisée par les conseils régionaux auprès des confrères. Mais là, on parle de l'action auprès des clients. Quelles sont ces actions que vous avez menées, par exemple, chez vous en Provence-Alpes-Côte d'Azur ? Déjà, je crois que ce micro-trottoir, il rend hommage à l'action extraordinaire des 22 000 experts comptables dans cette crise. Je crois que chacun d'entre eux peut être fier du métier qu'il exerce, fier d'être expert comptable. C'est quelque chose qui nous touche fortement. On a dans cet ADN une passion quelque part pour l'accompagnement de nos clients. Et dans cette crise, quand le 13 mars, cette crise arrive, on a très vite décidé au Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur de créer une cellule de crise, une cellule d'analyse en fait de tous les textes qui vont sortir, parce qu'on s'est bien rendu compte que les cabinets libéraux ne vont pas pouvoir chacun aller chercher l'ensemble des informations. Donc le rôle de l'institution, ça a été d'analyser les textes, de les communiquer aux experts comptables pour que les experts comptables puissent accompagner leurs clients. Et quand on voit les retours qu'on a des clients, je pense que la profession l'a fait de très belle façon. Et puis, dans la suite, notre rôle au cœur de l'économie, c'est chaque fois qu'il y a une loi qui touche l'économie, et il y en a eu beaucoup pendant cette période du Covid, notre rôle, c'est de l'analyser, de la critiquer et de faire des propositions pragmatiques. C'est ce que nous avons fait au niveau de nos conseils régionaux. Mais notre action, elle a commencé au cœur de l'économie bien avant cette crise. Cette crise a mis en exergue encore plus notre utilité. Mais nous avons commencé avant. Au niveau du conseil régional, nous avons été auditionnés 3 fois à l'Assemblée sur des sujets différents parce que c'est dans notre ADN. Moi, je pars du principe que quand on fait de la politique, que ce soit politique professionnelle ou de la politique à plus haut niveau, il y a les paroles et les actes. Les paroles s'envolent, les actes restent, et ce qui doit vraiment compter, c'est les actes. Qu'est-ce qu'on fait au service des experts comptables ? Voilà. Moi, c'est mon leitmotiv, c'est mon ADN, c'est d'avancer, et je pense qu'on l'a fait, et on pourra y revenir si vous le souhaitez. Être au cœur de l'économie, Jean-Luc Flabeau, ça donne le droit d'intervenir, d'influencer les mesures qui sont prises. C'est un peu ça le message aujourd'hui. Ah oui, complètement. Donc déjà, c'est pareil, au niveau du syndicat, on s'est réunis très très vite au niveau du bureau dès mi-mars, dès le confinement. Et au bureau, on a décidé d'aider au mieux les confrères pour indirectement aider les entreprises. Donc ça a été, et ça c'est pareil, Lionel parlait de la leitmotiv, ça c'était nos leitmotiv au niveau de CF, et bien sûr Lionel est aussi membre du bureau, pour les actions.
Et on a décrypté aussi l'ensemble des textes. Alors, on s'est fait aussi aider, on a travaillé en collaboration avec nos présidents de CRO, suite à la conférence de hier. Mais ça a été, par exemple, on a la commission sociale qui s'est réunie tous les matins à partir de 7h30 parce qu'il y avait énormément de textes à faire. Sur la période des 45 jours, des premiers 45 jours, je crois que j'ai jamais autant écrit au ministre de façon régulière sur plusieurs sujets. On a mis en place énormément de dispositifs, on a fait des formations gratuites, etc. Mais il fallait aider le maximum de confrères et de consoeurs. Et puis on a aussi eu beaucoup de presse pour pouvoir s'exprimer, tout ça. Parce qu'encore une fois, on était au cœur de l'économie. Alors sur l'influence, bien évidemment, l'influence, c'est d'agir. Les présidents de CRO ont parlé de leur action sur les régions hier soir. Et au niveau d'une institution nationale ou d'un syndicat national, eh bien, c'est d'essayer d'avoir cette influence, ces forces de proposition et aussi, quelque part, d'être consulté sur des sujets majeurs, ce qui, pour l'instant, n'est pas assez. Voilà, donc on peut se réjouir en effet de la position au cœur de l'économie qu'on a pris pendant cette crise, et ça a très très bien fonctionné au niveau des régions. Par contre, on a encore un déficit au niveau national, et notamment entre les institutions nationales qu'on souhaite bien sûr gagner, et puis les pouvoirs publics. Là, il n'y a pas assez d'influence, et c'est sur ce point-là, il doit y avoir à la fois une influence au niveau des régions, mais aussi au niveau national. Et on existe, en ce moment, c'est ça, mais demain, ça peut être autre chose. Vous aurez peut-être franchi la porte de ce ministère de l'économie. Alors, bien sûr, le ministère de l'économie, mais pas que. Parmi les interlocuteurs desquels vous vous êtes rapprochés pendant la période de crise, pendant le confinement, il y a les institutions locales et notamment, au premier rang de ces institutions, les conseils régionaux. Alors précisément, vous me voyez venir, notre invité ce soir, c'est Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, rebaptisée Région Sud, mais qui est surtout le président de l'Association des régions de France. Il a accepté notre invitation, il ne peut pas être en direct avec nous ce soir, en revanche, il a tenu à passer un moment et a accepté de converser avec nous. C'était ce matin et je vous propose de découvrir le contenu de cet échange qui a duré à peu près 25 minutes. Regardez, c'était tout à l'heure avec le président du conseil régional, Renaud Muselier. Renaud Muselier, bonsoir. Merci de nous consacrer ce moment dans un emploi du temps très chargé. Vous intervenez ce soir à double titre, bien évidemment en tant que président de la région Sud, mais aussi en tant que président de l'Association des régions de France. Et vous avez tenu à participer à cette plénière, à l'invitation d'ECF. Vous avez tenu à être là parce que vous considérez que les experts comptables ont raison de considérer qu'ils sont au cœur de l'économie. Plus que jamais, la période qui est inédite, la période de Covid et post-Covid, a démontré qu'ils étaient au cœur de l'économie, aux côtés des institutions. Est-ce que vous partagez leur analyse? Je la partage pleinement, bien entendu. Nous venons de vivre une crise très intéressante pour voir le fonctionnement de nos institutions. Vous avez le public, vous avez le privé, vous avez une crise qui est assez exceptionnelle et qui entraîne un confinement majeur, massif, avec l'arrêt de pans entiers de notre économie et la nécessité de mettre en place des dispositifs en fonction de nos responsabilités respectives. L'État dans le cadre national, la région ou les régions de France dans le cadre de leurs compétences, puisque nous sommes les chefs de file en matière économique, et puis tout le monde économique, de l'industriel à l'artisan, le commerçant, qui se retrouve démuni, confronté à une baisse de son chiffre d'affaires, des charges qui continuent à dérouler, une crise sanitaire qui entraîne une crise économique, qui entraîne une crise sociale. Et là, il y a un interlocuteur direct, ce qui fait partie de la décentralisation, c'est le conseil, c'est l'expert comptable, c'est celui qui peut mettre en phase la loi avec la vie quotidienne, qui va expliquer comment on peut passer du PGE à la survie de l'entreprise, comment on peut survivre sans fonds propres avec des prêts qu'on remboursera ou non plus tard. Et sans les experts comptables, sans les commissaires aux comptes, sans vous, ce serait impossible. Donc merci au travail que vous avez fait pendant ces 2 mois. Alors vous avez étroitement travaillé avec l'ordre des experts comptables, pour ce qui vous concerne, l'ordre des experts comptables de la région PACA. Vous aviez mis vous-même un certain nombre de dispositifs en place pour venir en soutien des entreprises. Alors on ne va pas faire la liste exhaustive, mais en tout cas, une task force était mise en place pour travailler avec méthode. Est-ce que vous pouvez revenir sur certaines décisions qui ont été prises?
Nous, on s'est retrouvé dans une situation très particulière. C'est nous, on a en charge essentiellement tout ce qui concerne les transports, la totalité des trains, la totalité des cars interurbains, c'est-à-dire quelque part le déplacement de la totalité des salariés. Comment faire en sorte qu'ils puissent revenir au travail, comment on peut réorganiser ça pour faire en sorte qu'au-delà du télétravail, on puisse se mettre en dispositif. On en charge la totalité des lycées. Donc, immédiatement, on a fermé les lycées, mais à quel moment il fallait les réouvrir? Parce qu'on sait aussi que quand on réouvre son lycée, son collège, ça libère aussi les parents pour pouvoir aller travailler. C'est une donnée essentielle. Puis, on a tout aussi, bien entendu, le volet économique. Dans le volet économique, il suffisait de regarder dans notre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, exemple très simple quand même, la culture, 100% au tapis. Le tourisme, qui fait quand même 98% de la filière au tapis. Ça représente sur un chiffre d'affaires dans cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est la région la plus touristique de France après Paris, qui est la France étant la première destination touristique au monde, une perte de chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros sur les 20 milliards d'euros, simplement sur un début de saison. Et donc, en permanence, c'est comment on peut faire en sorte que les grandes industries, dans les grandes filières, puissent revenir sur le marché du travail, c'est-à-dire Airbus, Arcelor, Lactim. Comment on peut faire en sorte que la totalité de notre tissu économique, c'est-à-dire souvent les TPE, les PME, les toutes petites entreprises, puissent survivre à cette crise, et comment faire en sorte qu'on puisse anticiper un désastre social derrière. Grosso modo, quand même, c'est 1,4 milliard d'euros que nous avons investi, nous, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans notre plan de solidarité, de relance, avec des investissements forts qui nous permettent, d'une part, de ne jamais couper la filière financière, de passer de trous dans les trésoreries, dans la commande publique que nous avons mis en place. Et nous avons mis en place un dispositif avec la région, avec la totalité des acteurs et bien entendu nos amis experts comptables, où toutes les semaines, nous faisions le point sur les demandes. Et ces demandes, ces nécessités des entreprises, ces craintes, ces angoisses, ces alertes étaient relayées en permanence, puisque toutes les semaines, le lundi matin, j'avais une réunion avec M. Bruno Le Maire pour mettre en place un certain nombre de dispositifs financiers. On est arrivé sur le Fonds de solidarité nationale, volet 1, le Fonds de solidarité nationale, volet 2. Puis après, au niveau des régions, le Fonds Covid résistance, c'est quand même 645 millions d'euros pour près de 400 000 entreprises qui ont été injectées dans l'économie locale. Lionel Canesi, parmi ces dispositifs que vient de citer le président Muselier, certains ont été compliqués par une succession de textes gouvernementaux, ce qui est un peu normal dans la période qu'on vivait, et c'est là que les experts comptables ont joué un rôle majeur. Oui, ce qui a été important dans cette période pour nous, les experts comptables, c'est d'analyser les différents textes, de pouvoir les décrypter et de faire des propositions de modification. La complexité, c'est quand les textes changent quotidiennement, où on a vécu le changement du FSE, où un décret sorti le matin pour être changé dans l'après-midi. Et c'est là que notre rôle auprès de la région a été important. Moi, je pense qu'un des premiers constats qu'il faut qu'on fasse de cette crise, c'est qu'il faut renforcer les compétences et le rôle des régions qui ont beaucoup plus d'agilité, de proximité avec le milieu économique que peut avoir un État centralisé et jacobin. Et le rôle des experts comptables a été auprès des régions de faire des propositions de modification. Par exemple, sur le volet 2 du FSE, très vite, au niveau des réunions de la Task Force, j'ai alerté la région et les différents acteurs sur la complexité du volet 2 qui était très restrictif. Et immédiatement, la région a fait remonter les informations auprès du ministère, ce qui a abouti, je pense, à quelques ajustements. Voilà, c'est notre rôle au cœur de l'économie, c'est ça, c'est d'analyser les textes, de faire des propositions pragmatiques issues de notre expérience de chef d'entreprise au service des chefs d'entreprise. Bruno Muselier, une dizaine d'outils financiers ont été mis en place par la région pour venir en soutien aux entreprises. Subventions, vous en parliez avec le Fonds de solidarité nationale, prêt à taux zéro. Tous ces dispositifs sont destinés à durer. Comment ça se passe? Quels sont les premiers indicateurs que vous avez? Tout fait pour durer le moins longtemps possible, hein, parce que c'est une réponse immédiate à une période de crise. Dans cette période de crise, comme le disait M. Canesi, Lionel, on a essayé de laisser personne sur le bord du chemin. Quand vous intervenez sur la filière aéronautique et que nous avons, nous, Airbus hélicoptères, et qu'il n'y a plus de commandes d'hélicoptères dans la totalité du monde entier, et que nous sommes numéro 1 au monde, on se retrouve dans une situation très compliquée. Nous sommes obligés de faire en sorte qu'il y ait des arbitrages pour des commandes d'hélicoptères par l'armée, par la sécurité civile ou le ministère de l'Intérieur, pour faire en sorte qu'on sauve bien sûr Airbus, mais au-delà de ça, la totalité de la filière et des sous-traitants qui sont derrière.
Il en va de même pour le plan automobile, pour ArcelorMittal, avec les hauts fourneaux ici, où nous avons une situation très compliquée, puisqu'il n'y a plus de vente de tôle, puisque l'automobile est arrêtée. Et donc, nous avons essayé avec le ministère de se remettre dans des filières qui en aient des moyens financiers conséquents. Filière automobile, filière aéronautique et bien sûr filière du tourisme avec près de 8 milliards d'euros. Parallèlement à ça, il y a tout l'autre volet, c'est-à-dire il faut laisser personne sur le bord du chemin. L'artisan, le commerçant, le coiffeur, l'esthéticienne, qui fait en sorte que elle, le plan aéronautique, ça l'importe assez peu. Par contre, elle a la nécessité de savoir à quel moment elle peut se remettre à travailler. Le BTP, comment on peut le relancer? La discussion et le ministère du Travail pour ce chômage partiel, il fait en sorte qu'on est tous pris à 85%. Comment on relance le BTP alors qu'ils n'ont pas de masque? Et donc, on a essayé avec la région, on a quand même acheté près de 13 millions de masques. 13 millions de masques qu'on a mis à la disposition de la totalité des entreprises dans un premier temps, dans tous les volets sanitaires, la première ligne. En même temps, la deuxième ligne pour qu'ils puissent continuer à travailler et fournir le boulot. Et après, réamorcer une forme de capacité dans la protection, la distanciation, pour revenir à la vie, revenir au travail. Vous savez que je suis médecin et que je suis très attentif à cette espèce d'équilibre permanent dans une crise sanitaire qui n'a pas été très claire dans le terme de sa gestion. Et donc, quand la gestion de la crise sanitaire est difficile, la gestion économique est très compliquée après pour les chefs d'entreprise. Et donc, on a essayé, nous, avec la région, de fournir pour l'économie sociale et solidaire, pour le monde associatif, que ce soit sportif, que ce soit, bien entendu, pour la totalité des entreprises, artisans ou taille moyenne, des réponses adaptées qui ne pénalisent pas l'avenir. Et dans cet avenir, vous avez bien sûr la nécessité de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec des dettes surchargées qui pénalisent mécaniquement le chef d'entreprise, qui se noie en fait. Et donc, c'est cette démarche-là qu'on est en train de mettre en place pour sortir de là plus tard et avoir une perspective de développement et avoir le moins de casse au niveau, bien sûr, des entreprises et au niveau des salariés. Alors, les experts comptables au cœur de l'économie, ça veut dire que les experts comptables s'accordent le droit et le revendiquent de proposer des solutions pour relancer l'économie, puisqu'ils considèrent qu'ils sont au cœur de ce dispositif, qu'ils ont une connaissance précise, pointue et minutieuse de tout le tissu. Alors, dans le cadre de ces propositions de relance, vous avez, Lionel Canesi, Jean-Luc Flabeau, rédigé un livre blanc de propositions. On ne va pas évidemment énumérer toutes ces propositions ce soir devant vous, Renaud Muselier. Par contre, peut-être que 2 ou 3 pourraient faire l'objet de notre examen collectif. Je vous laisse la parole, Jean-Luc Flabeau, pour la première d'entre elles. Oui, alors, mais déjà, je reviens sur 2 points qu'a dit le président Muselier qui me paraissent très importants. C'est à la fois cet équilibre entre l'économie et le sanitaire. Hein, ça a été extrêmement compliqué et l'un ne pouvait pas aller sans l'autre. Donc ça, et ça, on l'a vu aussi, bien sûr, à notre niveau. Et puis, moi, je l'ai vu au niveau national, au niveau de la fédération, c'est l'agilité qu'ont eu les régions administratives et nos présidents de région, on en a parlé mercredi soir dernier, lors d'une conférence, il y avait nos présidents de région. Nos présidents de région, les nôtres, de nos conseils régionaux, ont eu beaucoup d'actions, beaucoup d'agilité. Ils se sont retrouvés dans les cellules de crise au niveau de leur région, ce qui a été le cas avec vous, président Muselier. Donc ça me paraît extrêmement important. Et en effet, je crois que ça donne aussi un enseignement sur une remise en cause partielle, en tout cas de l'État jacobin, parce qu'on aura des approches, je pense, plus girondines, parce que c'est dans les régions que se trouve toute cette agilité. Voilà, ça, les deux points que vous avez soulevés, le président, me paraissent extrêmement importants et je les partage complètement. Alors, pour revenir à votre question, Gabi, en effet, on présente un livre blanc au gouvernement, des mesures, des propositions qu'on veut faire au niveau des économies. Il y en a quelques-unes, donc on va les résumer avec Lionel, mais il y en a une première qui concerne les fonds propres, la notion de fonds propres des entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant Covid, nous avions déjà les entreprises les plus endettées en France de celles de la zone euro. Et le constat ne s'est pas du tout amélioré parce que, bien sûr, ces entreprises-là ont accumulé des dettes Covid pendant ces quelques mois avec des PGE, avec des reports de charges, avec plein de choses. Alors, ce qu'on proposerait sur ce point-là, c'est à la fois d'avoir
puisqu'on part d'une situation exceptionnelle, il faut bien se rendre compte de la situation exceptionnelle, c'est de revoir la durée, d'allonger la durée des PGE, qui jusqu'alors est de 5 ans maximum. Pourquoi pas faire une durée de 10 ans, voire 20 ans, vraiment de faire un financement très long. Et puisqu'on parle de financement très long, ce serait revoir la notion de comptabilisation de ces PGE qui doivent être en dette financière pour les mettre en quasi-fonds propres. Alors, Président, ça c'est des notions un peu comptables, mais ça paraît important. Prêt garanti sur 10 voire 20 ans et comptabiliser ce prêt en quasi-fonds propres. Est-ce que c'est une perspective? La notion de quasi-fonds propres, c'est de dire, ben voilà, en effet, c'est une dette, mais qu'on peut rattacher aux fonds propres de l'entreprise, ce qui pourra aussi améliorer le taux d'endettement des entreprises françaises. Alors, c'est pas un artifice, c'est pas un artifice comptable. C'est vraiment de dire, c'est plus une traduction de dire, il y a une situation exceptionnelle, les entreprises ont été obligées de prendre ces aides, en espérant bien sûr que cette situation exceptionnelle soit bien évidemment, les entreprises ont été obligées de prendre ces aides et on étale de façon très très longue cette période. Jean-Luc, est-ce qu'on peut demander au président Muselier sa réaction par rapport à cette proposition? Prêt garanti sur 10 ans ou 20 ans et comptabiliser ce prêt en quasi-fonds propres. Les fonds propres, c'est la vie de l'entreprise. Il n'y a rien de pire pour un chef d'entreprise de se retrouver en permanence pendu par des prêts qu'il ne peut pas rembourser avec des échéances qui sont terribles en fonction d'une activité qui est aléatoire. Donc, c'est une démarche qui me va très bien, que j'ai déjà relayée d'ailleurs au niveau du gouvernement. La difficulté que rencontre le gouvernement aujourd'hui dans les différents arbitrages, et c'est un peu la difficulté globale. On n'avait jamais assez d'argent avant la crise, et maintenant on a des pluies de milliards qui arrivent. Renaud Muselier, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous consacrer ce moment dans un emploi du temps très chargé. Vous intervenez ce soir à double titre, bien évidemment en tant que président de la région Sud, mais aussi les machines chauffent et ne résistent plus. Alors on va essayer de se caler, mais pendant ce temps, on ne va pas rester inactif puisqu'on était en train d'aborder quelques-unes des propositions d'ECF qui figurent dans son livre blanc et on avait abordé la proposition qui concernait ce PGE dont vous proposez qu'il soit comptabilisé en quasi-fonds propres pour les entreprises, pour les soutenir en faisant en sorte que ce PGE soit prolongé sur 10 voire 20 ans. Est-ce qu'on peut, Jean-Luc Fabot, poursuivre un petit peu pendant qu'on essaie de rétablir la machine? Est-ce qu'on peut poursuivre sur ce volet soutien aux investissements? Oui, alors, mais déjà sur le PGE, on a le constat qu'on fait. On a une situation paradoxale puisque nous avons à la fois des entreprises, c'est ce que j'expliquais à Renaud Muselier, des entreprises fortement endettées, structurellement endettées en France et encore plus endettées depuis mi-mars. Et puis nous avons des ménages avec beaucoup d'épargne, structurellement avec beaucoup d'épargne, et encore avec plus d'épargne parce qu'il y a peu de consommation depuis le mois de mars. Et donc c'était de dire, il faut à tout prix qu'on puisse essayer de canaliser, de flécher cette épargne des ménages vers les TPE-PME. Et ça permettrait de faire le lien en plus des Français avec les entreprises qui sont à proximité de chez eux, dans lesquelles ils travaillent, etc. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, c'est de mettre différents dispositifs, en tout cas, pour, comme on va avoir des entreprises endettées, c'est d'avoir à la fois, c'est plusieurs recommandations qu'on fait, propositions qu'on fait dans ce livre blanc. C'est bien sûr la notion de quasi-fonds propres parce que puisque nous sommes dans une situation exceptionnelle, il faut que les PGE aient des durées de remboursement, surtout pour les petites et moyennes entreprises, des durées de remboursement beaucoup plus longues parce que c'est des entreprises qui n'ont pas la capacité de contribution à des dettes financières. Elles n'ont pas l'habitude, cette typologie d'entreprise. Donc, des délais beaucoup plus longs. Ça, c'est la partie, le volet remboursement. Je lisais dans et sur la partie comptabilisation, c'est justement, comme c'est une situation exceptionnelle, comme c'est du long terme, c'est de les rattacher au fonds propre pour qu'il y ait une meilleure approche financière par rapport aux dettes. Alors, on essaie toujours de récupérer
l'interview de Renaud Muselier. On ne perd pas espoir. J'ai lu dans ce livre blanc, toujours dans le volet soutien aux investissements, la proposition exonérer d'IRPP et d'IS les bénéfices mis en réserve et conservés pendant 5 ans. Ça aussi. Oui, alors c'est pareil. Alors c'est pas une innovation. Autant le PGE, tout ce qui est bien sûr en quasi fonds propres, ça c'est innovant. Mais on s'est aussi inspiré de mesures qui avaient déjà été déployées dans des temps passés, qui avaient plutôt fait leurs preuves. Et puisque aujourd'hui on a encore une fois des entreprises avec des fonds propres relativement faibles, c'est d'inciter quelque part les dirigeants d'entreprise à laisser les bénéfices en réserve, et auquel cas, ils seraient exonérés d'impôts sur les bénéfices. Et ça avait plutôt bien fonctionné. Pour l'instant, quand nous faisons des distributions ou quand nous laissons en réserve, il y a peu de différence quelque part. Là, s'il y a des réserves, il n'y a pas d'impôt. C'est ça l'idée. Encore une fois, ça avait été appliqué. Le streaming a ces raisons que la technique ignore, et je suis en mesure de vous dire que Clément et Noël, en régie, sont en capacité de diffuser la suite de cette interview de Renaud Muselier. On va faire un essai, 3, 2, 1, 0, est-ce que ça fonctionne? Notamment le fonds propre, mais si la Banque des Territoires m'entend, surtout qu'il n'écoute pas aujourd'hui. Bien, on ferme les portes. Lionel Canesi, autre proposition. Oui, donc on a essayé d'organiser notre livre blanc avec des propositions à la fois donc sur le financement, le renforcement du financement des entreprises, on vient d'en parler, mais aussi sur le soutien à l'investissement et la relance de la consommation, parce que il faut aussi que ça soit équilibré. Sur la part en place des mesures de soutien d'investissement pour tout ce qui est digital. Tout ce qui est le digital et ce qui est la fiscalité verte, l'écologie. Par exemple, en proposant des mesures d'amortissement de 100% sur le digital, sur tout ce qui est bornes électriques, des mesures sur la TVA déductible complètement pour les véhicules propres et l'amortissement complet du prix d'achat des véhicules propres, puisqu'aujourd'hui, c'est limité à une petite partie. Il faut qu'on incite les entreprises, les chefs d'entreprise à privilégier en fait tout ce qui est digitalisation et tout ce qui est écologie au détriment du reste. Je pense que voilà, la fiscalité doit être incitative sur des sujets qui sont d'avenir et sur le sujet sur lequel il faut que notre pays et nos régions investissent fortement. Exemple concret, Lionel, qu'on comprenne bien avant de demander à Renaud Muselier sa réaction. Prenons l'exemple d'un véhicule aujourd'hui. Quand un chef d'entreprise veut acheter un véhicule, il va regarder le modèle, etc. Et puis après, il va voir le prix et qu'est-ce qu'il va pouvoir déduire. Aujourd'hui, sur un véhicule normal, on déduit jusqu'à 18 300. Donc, si on achète un véhicule 50 000 €, on ne déduit que 18 300. Il faudrait inciter à ce qu'on achète des véhicules propres, soit des hybrides rechargeables, soit des électriques. Donc, ça voudrait dire récupération de la totalité de la TVA, ce qui n'est pas le cas dans un véhicule non propre, et amortissement de la totalité du prix d'achat. Donc, cette incitation fiscale devrait permettre aux entreprises d'aller vers tout ce qui est écologie et puis digitalisation, qui est un sujet majeur et un sujet d'avenir pour notre pays. Renaud Muselier. Alors, là, je reprends ma casquette de président de région en termes d'aménageur du territoire. Qui dit fracture numérique, dit fracture sociale, et donc dit désert. Et nous avons mis en place un dispositif avec des appels d'offres dans des cas d'AOM, etc., qui fait en sorte qu'on devrait avoir la totalité de la région connectée, 100% connectée, des Hauts-des-Alpes jusqu'à notre Méditerranée, d'ici 2022. Parce qu'on a bien vu la nécessité du télétravail. Et que finalement, tous ceux qui ne sont pas passés par le télétravail ont eu d'autres problèmes à gérer au quotidien. Et donc, là, nous avons, nous, engagé, dans le cadre de ce que l'on a mis en place depuis près de 3 ans avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce que j'ai appelé à COP d'avance, c'est-à-dire on met 30% de notre budget dans tout ce qui nous permet d'avancer dans les nouvelles énergies, dans le photovoltaïque, dans le batterie, dans l'hydrogène, dans les émissions de CO2, mais ceci au service de l'économie et non pas dans une écologie punitive. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'entends monsieur le président Canesi qui nous dit bon, il faut absolument acheter il faut aller vers des voitures propres, par exemple. Oui, mais nos salariés, ils vont avoir des voitures propres et des voitures à batterie ils peuvent les recharger. Et donc, on a engagé, nous, un dispositif où on a des prises électriques tous les 100 km. Et donc, cet équilibre-là, c'est à nous, l'aménageur du territoire, en fait, de faire en sorte qu'on soit connecté partout sur le territoire et qu'on ait la capacité de nous brancher partout.
et qu'on ait ces énergies à notre disposition. Sinon, ce n'est pas la peine d'acheter une voiture si elle ne peut pas être connectée. Après, l'autre volet qui est l'accompagnement des entreprises à cette mutation. Ça, nous avons mis des outils pour faciliter la tâche vis-à-vis des chefs d'entreprise, qui sont des outils qui permettent de dire, bon, ben, on a le Sud Industrie 4.0, où vous avez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'architecte qui a besoin de se connecter avec la dernière machine, comment il fait pour l'acheter, où il va acheter, comment il peut être conseillé. Ça, nous, on a des outils pour le faire de façon à faciliter la tâche. Donc, on a l'aménagement du territoire, les nouvelles énergies, les nouvelles connexions et l'aide et l'accompagnement à cette modification structurelle qui est développée par la région. Et vous avez un site, vous cliquez, en 3 clics, vous avez normalement le bon interlocuteur en face. On a plus de 10 000 demandes déjà en la matière. Et comme on s'est fixé comme objectif d'avoir une région assez emblématique en termes de qualité de vie, bien, on est obligé de passer par cette technologie. Un petit exemple. Ça n'a rien à voir avec l'entreprise. Mais nous, on a connecté, on a déplacé nos salariés ici, nos salariés, le personnel de la région, 2000 personnes, dans des immeubles modernes, et on a fait de l'autotravail ou du télétravail. Et quand il y a eu la crise du Covid, ben finalement, on a pu continuer à faire fonctionner l'institution sur la totalité de nos collaborateurs. Parallèlement à ça, sur les lycées, on a connecté 100% de nos lycées, et la totalité des lycéens ont des tablettes numériques, qui fait en sorte que nous n'avons pas eu de fracture sociale par le fait qu'on a pu continuer à faire les cours grâce aux tablettes numériques. Et donc, on a cette évolution où ben, nous, les anciens, là, on est au papier, et bien c'est fini. Et d'ailleurs, regardez, on est en télétravail, puisque ce qu'on fait aujourd'hui, c'est tout à fait moderne. Autour de vous, on voit quelques papiers, mais on voit beaucoup de fils, d'ordinateurs, de téléphones. On est quand même connecté. Donc, l'idée d'une fiscalité incitative vers le digital et l'écologie vous paraît être frappée du bon sens. Une dernière idée qu'on va vous soumettre, c'est Jean-Luc Flabeau qui s'y colle. Oui, alors, ça concerne l'épargne des particuliers. En fait, tout à l'heure, je vous disais, Président, que les entreprises françaises étaient endettées. On a plutôt une bonne épargne au niveau des particuliers. Et là aussi, il y a eu accélération de l'endettement des entreprises, mais il y a eu aussi, pendant ce Covid, surabondance d'épargne chez les particuliers parce qu'ils n'ont pas consommé. Et ces particuliers, c'est de trouver des systèmes incitatifs pour que cette épargne soit redirigée, canalisée vers les entreprises. Et donc, il y a déjà eu par le passé des dispositifs tels que Monori, tels que Madelin. Donc, ce serait de revoir ces dispositifs pour introduire ces nouveaux dispositifs, pour soit des dispositifs à l'entrée de l'investissement, soit des dispositifs incitatifs aussi à la sortie. Donc, on va faire ce genre de propositions dans notre livre blanc. Mais surtout, c'est aussi peut-être un moyen de rattacher mieux les Français avec leur entreprise, et notamment, quand je parle des entreprises, avec le tissu des TPE-PME. Je pense que c'est un bon moyen de dire aux Français, vous tenez à ces entreprises qui sont auprès de chez vous, qui vous font travailler, etc., parce que c'est quand même une grande majorité de salariés qui sont dans ces entreprises-là. Donc, c'est d'une certaine façon diriger l'épargne vers la PME, la TPE et de proximité. Voilà. Ça nous rappelle d'une certaine façon aussi des fonds d'investissement de proximité oui, il y a des qui existaient, qui pourraient être relancés de façon un peu plus spectaculaire. Renaud Muselier, par rapport à cette nouvelle orientation de l'épargne. Monsieur Flabeau, Monsieur le Président, on a un choix stratégique pour le gouvernement là. C'est une décision nationale. C'est-à-dire que là, on va avoir dans les périodes, je passe sur un calendrier politique maintenant. Au lendemain des municipales, vraisemblablement un remaniement. On va avoir dans ce remaniement une stratégie de développement de notre pays. Est-ce que ce développement va passer par une décentralisation? Ce qu'on souhaite. On a montré notre agilité, vous l'avez souligné. Ouais. Est-ce que ça va repartir par une reconcentration? Tout est possible. Bien entendu, on va se battre, nous, pour faire en sorte qu'il y ait le cadre national dans un grand pays, la France, qui est un membre éminent de l'Europe, et que nous ayons une capacité d'action sans perdre de temps, et on a montré qu'on était efficace en la matière. Là-dedans, ça fait partie de l'épargne nationale. Dans cette épargne nationale, est-ce que le gouvernement va prendre une décision et dans cette épargne nationale va la reventiler, la réorganiser et essayer de l'orienter vers les TPE, PME ou d'autres angles? Et donc, je suis toujours très inquiet de ces décisions dans la mesure où on voit bien
la possibilité d'aller vers le tout vert, qui, à mon avis, n'est pas forcément la bonne sortie économique du dispositif, parce qu'on est plutôt dans le punitif par rapport à l'économie, ou alors une économie adaptée qui évolue et qui se donne des moyens d'évoluer. Et là, je vous invite à continuer à faire pression. Vous savez que je suis un partenaire qui pense beaucoup comme vous en ce qui concerne les TPE et les PME, et que je pense que c'est l'âme vive de notre pays. Et en tout cas, c'est les forces essentielles de la région. Donc cette épargne doit être recentralisée, pas recentralisée, reventilée au service de l'économie, de nos TPE et de nos PME, qui sont capables de s'inscrire dans un projet national. Donc vous dites par rapport à la relance qu'elle ne doit pas être tout orientée vers l'écologie. Vous dites, comme aurait pu le formuler Jean Jaurès, aller vers l'idéal en passant par le réel, c'est ça? Tout en gardant le bon sens. Hein, c'est bien ça. On manque de bon sens. Et donc, la recentralisation de personnes qui sont pas forcément au courant de l'entreprise parce qu'ils ne l'ont pas vécu, qu'ils ne travaillent pas avec, ou qui sont dans une démarche de recentralisation parce qu'ils croient qu'ils peuvent tout faire de Paris, fait en sorte que c'est une erreur stratégique majeure. Le président de la République, qui m'a reçu au nom des présidents de région de France la semaine dernière, m'a beaucoup parlé de la décentralisation, de la déconcentration. Je lui ai beaucoup parlé de la confiance et des compétences qui doivent être clarifiées. Voilà. Et on a pu voir d'ailleurs dans cette crise que nous, les régions, on a essayé de prendre bien en charge et de fédérer un peu l'ensemble des filières, l'ensemble des branches, parce que c'est nous, les chefs de file de l'action économique, et nous pensons que c'est comme ça qu'on peut avoir, non pas 50 guichets uniques, mais une porte d'entrée qui se démultiplie. Une dernière question, et après on vous libère, Renaud Muselier. Encore une fois, merci de nous consacrer ce moment. Est-ce que vous retenez l'idée de pérenniser, de structurer, d'organiser les relations que vous avez nouées pendant cette période si particulière avec les ordres des experts comptables? Est-ce que c'est une idée et une perspective qui vous séduit? Vous savez, oui. Vous savez que moi, je suis un grand positif et que je pense qu'à tout malheur, à toute crise, il faut trouver du bonheur et une évolution et du positif. Eh bien, là, il y a quelque chose qui est certain, c'est que grâce un peu aussi à cette crise, grâce à ceux qui ont été courageux, en fait, parce qu'on a affronté, on a parlé de guerre. Pendant la guerre, vous savez, vous avez les lâches, les peuples et ceux qui s'en vont, puis il y a ceux qui assument et qui se battent. En tout cas, il y a un certain nombre de personnalités dans le monde économique, et je tiens à saluer les présidents avec qui je suis, et en tout cas, tous ceux qui sont ici autour de cette table, qui sont retroussés les manches, qui ont assumé avec leurs équipes, leur personnel, les craintes de chacune de ces entreprises et qui étaient dans l'angoisse du lendemain. Et donc, moi, je suis très partisan de continuer à travailler sous cette forme parce que ça nous permet d'avoir une pérennité, gagner en confiance et surtout en efficacité. Merci beaucoup de ce moment d'échange. À très bientôt. Merci à vous. Je disais bravo à la technique d'avoir réussi à rétablir l'image dans des conditions un peu particulières. Internet, ça n'est pas tout à fait une régie vidéo comme on a l'habitude de la voir. Alors, le soutien aux investissements, si vous voulez, on va un peu dérouler ce livre blanc et revenir sur une mesure dont j'ai le sentiment qu'elle ne sera peut-être pas tout à fait populaire. Restaurer la réduction de l'IFI pour investissement dans les PME, Jean-Luc Fabot. Ça va avoir du mal à passer, quelque chose comme ça. Encore une fois, les PME, il faut surtout penser aux PME TPE. Elles ont aujourd'hui, beaucoup ont eu une aide bancaire parce que ça a été une demande de l'État et je reviendrai peut-être sur ce point-là. Mais derrière, on va revenir à un système normal. Donc, je pense que les conditions, déjà les conditions bancaires vont se resserrer quelque part quand la marée se sera un peu retirée. Déjà, ça, il faut bien le prendre en compte. Et puis, ces TPE-PME, il va falloir qu'elles payent des dettes et puis qu'elles continuent quand même à se développer, etc. Donc, elles ont un enjeu important à réussir. Donc, il faut donc trouver un autre mode de financement que le financement bancaire pour certaines d'entre elles et pour un grand nombre d'entre elles. Donc, encore une fois, la seule solution nous paraît d'utiliser l'épargne des particuliers. Et l'épargne de particuliers, vous avez deux solutions possibles. Vous avez, c'est de restaurer une réduction d'IFI. Alors, je peux comprendre le problème peut-être culturel que vous évoquez,
Mais vous avez aussi de renforcer les réductions d'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est... Mais alors, je peux comprendre, mais il n'empêche qu'il va falloir faire tout pour essayer, encore une fois, d'irriguer cette épargne vers les entreprises, et notamment les entreprises de petite taille ou de taille moyenne. On a abordé la question du soutien aux investissements des TPE-PME avec M. Muselier, mais si on pouvait revenir sur quelques dispositifs. Donc, suramortissement de 100% sur les investissements digitaux, c'est bien ça, Lionel Canisi? Oui, en fait, notre idée, c'est que soit on incite les chefs d'entreprise par la fiscalité, soit on les sanctionne. Aujourd'hui, on a plutôt une fiscalité qui est dans la sanction. Donc, allons vers l'incitation. Soyons positifs enfin dans notre pays. Donc, notre idée, c'est de nous dire, aujourd'hui, on a deux enjeux sociétaux, le digital et l'écologie. Donc, irriguons l'économie avec des incitations fiscales sur ces sujets. Donc, on propose, par exemple, quand une TPE-PME investit dans l'outil numérique ou des outils écologiques, d'amortir 100% de plus. Donc en gros, j'achète une borne électrique parce que je veux que ma flotte de véhicules puisse se recharger sur mon entreprise. Ça me coûte 5 000 €, je peux amortir 10 000 €. Voilà. On double en fait le montant de l'amortissement parce qu'il faut inciter les entreprises à aller vers ces sujets. Et pareil pour des investissements qui auraient trait au numérique aussi. Donc, alors, autre volet, il concerne l'immobilier. C'est un Pinel de 85% sur 9 ans. Dites donc, vous n'allez pas avec le dos de la cuillère. En fait, moi je me souviens d'un adage que j'entends depuis que je suis tout petit, qui est quand le bâtiment va, tout va. Aujourd'hui, on a quand même une filière du bâtiment qui est en difficulté, donc il va falloir, pareil, inciter les investisseurs à aller vers l'immobilier. On avait un dispositif qui existait dans les années fin des années 90, début des années 2000, qui était le dispositif Périsol. C'était un véritable dispositif incitatif qui a très bien marché. Donc on aimerait qu'on réinstitue ce dispositif, alors en l'appelant par le nom du ministre actuel, c'est pas le problème, on s'en fout de ça, c'est un détail. Ce qui est important, c'est d'aller vraiment dans l'incitation. Alors il y a eu Cellier, il y a eu Périsol, il y a eu Duflot, il y a eu Pinel. Pinel, c'est 21%, je crois, sur 9 ou 12 ans, mais ce souvenir m'échappe un peu. Là, vous dites 85% pour 9 ans. Autre volet dans ce livre blanc, la relance de la consommation. Et là, l'objectif, c'est de débloquer, encore une fois, la même logique, l'épargne salariale, c'est ça? Notre idée, en fait, on se dit, si on veut relancer l'économie de notre pays, il y a au moins deux volets très importants. Le premier, c'est l'investissement, et le deuxième, c'est la consommation. La consommation, il y a de l'épargne. Les Français ont beaucoup d'épargne. Donc, si on veut relancer la consommation, il va falloir désépargner pour remettre de l'argent dans le tissu économique, dans ce circuit économique, de façon à ce que nos entreprises locales puissent respirer et une véritable reprise. Je pense qu'on est collectivement responsable de la reprise. Moi, je suis un militant pour un patriotisme économique. Il faut qu'on consomme local. Il faut qu'on consomme français, il faut qu'on consomme européen. Il faut arrêter d'acheter des biens venant de Chine parce qu'on va payer 5 € de moins. Donc on propose des dispositifs, par exemple, permettre un déblocage exceptionnel de l'épargne salariale sans motif jusqu'au 31 décembre 2021. Défiscaliser le déblocage anticipé de la participation et de l'intéressement jusqu'au 31 décembre 2021. Donc l'idée, c'est vraiment d'insuffler et de mettre de l'argent en fait, dans le circuit économique pour qu'on ait une véritable reprise de notre pays. Donation défiscalisée de sommes jusqu'à 50 000 € aussi. Pareil, on est dans la même logique. Il y a de l'épargne, les parents ont de l'épargne, les grands-parents ont de l'épargne. Donc c'est le moment de faire des donations aux petits-enfants, de faire des donations aux enfants. Aussi pour les oncles et les tantes qui n'ont pas d'enfants, de pouvoir donner à leurs neveux. L'idée, c'est de débloquer de l'épargne pour remettre dans le circuit économique. C'est de l'argent dont ils n'ont pas besoin, qui aujourd'hui est placé à des taux d'intérêt très faibles. Il serait beaucoup mieux dans l'économie réelle de notre pays. Alors, l'autre volet, Jean-Luc Flabeau, il concerne le droit du travail. Vous considérez que dans la période, ECF considère que dans la période, il faut l'ajuster? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que de toute façon, il va falloir travailler à la fois sur l'offre et sur la demande. Il y a eu 2 mois d'arrêt quasiment complet de l'économie. Donc, il va falloir agir sur ces 2 leviers et tout faire pour qu'il y ait
à la fois une offre soutenue et puis avec la consommation qui va aller. Donc il y a vraiment aujourd'hui toutes ces hypothèses, hein, toutes ces incertitudes. Donc il va falloir bien évidemment revenir sur on propose quelques mesures, des déplafonnements d'heures supplémentaires autorisées avec exonération de charges sociales patronales d'impôts, libéraliser le travail le dimanche, et puis poursuivre les aménagements du passage de 35 heures en facilitant le passage 35 heures à 39 heures. Ça peut être des mesures temporelles. Nous sommes dans des mesures de sortie de crise. On ne demande pas à ce que elle soit pérenne. Vous disiez tout à l'heure sur l'IFI. Là, c'est pareil, il peut y avoir un sujet au niveau des syndicats salariaux. Mais si à un moment donné, encore une fois, il faut raisonner, nous sommes, je me répète, dans une période exceptionnelle. Donc si à un moment donné, nous continuons à dire il y a un problème de l'IFI parce qu'on va encore aider les gens à payer moins, si on continue à penser qu'on ne peut rien bouger au niveau social, on ne va pas y arriver. La catastrophe, elle est en train de se mettre en place. Donc il faut quand même prendre conscience, et c'est pour ça aussi qu'on fait des propositions, prendre conscience en disant la situation est exceptionnelle, il doit y avoir des mesures exceptionnelles, c'est ce qu'on propose. Elles n'ont pas vocation à être pérennes, ces mesures, mais il faut ces mesures pour qu'il y ait une sortie de crise avec le moins de casse possible. Parce qu'il y a aussi un autre volet, un dernier volet justement dans ces mesures, c'est le volet prévention des difficultés des entreprises. Donc, sur ce volet-là, on propose une garantie PGE à 100% pour les toutes petites entreprises. Là, on parle des entreprises de moins de 10 personnes, mais elles sont très nombreuses en France. Et ça existe en Allemagne. Hein. L'Allemagne a fait une garantie jusqu'à 100% pour les petites entreprises. Donc, c'est ce qu'on demande. Et en France, d'ailleurs, on a un système progressif. On passe de 70 à 90% en fonction de la taille des entreprises. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est une quatrième catégorie à 100%. Et puis, c'est pareil sur ce sujet de ce risque majeur d'entreprises en difficulté dont la pérennité peut être mise en cause, c'est-à-dire qu'elles peuvent tomber en faillite. Il faut à tout prix les aider au maximum et c'est là qu'on va retrouver des aides à l'investissement dans ces entreprises-là. On a décrit deux systèmes possibles, soit un système à l'entrée, soit système à la sortie. Un système à l'entrée, on souscrit au capital de l'entreprise ou en fonds propres, il y a une déduction fiscale, mais ça peut être aussi un système en sortie. Encore une fois, ça a existé quelquefois, un système de sortie. Si jamais l'argent est perdu, il faut que ça se traduise par une réduction d'impôt, une déduction fiscale. Parce qu'aujourd'hui, les Français, pour beaucoup, vont placer sur du livret A parce que c'est sécurisé avec peu de rendement. Eh bien, s'ils prennent un risque, il faut que ce risque, quelque part, il soit rémunéré d'une façon ou d'une autre. Mais encore une fois, c'est toujours le même objectif, irriguer l'argent vers les entreprises. Bien, ça c'est dit. Lionel Canesi, sur la méthode, comment a été élaboré ce livre blanc, comment ça a été construit au sein de CF? Nous, on part du principe que les experts comptables, on est au cœur de l'économie, qu'on doit faire des propositions issues de notre expérience. Donc, on s'est réunis au niveau du bureau ECF, on a mis un groupe de travail, et puis on a phosphoré, on a réfléchi quelles sont les mesures, toujours en ayant cet objectif d'avoir des mesures incitatives. C'est ça qui est important. Et je pense que le gouvernement aussi doit comprendre, c'est que par exemple, quand on permet le déblocage sans droit de donation de sommes qui sont aujourd'hui bloquées, qui ne rapportent rien à l'économie, derrière le fait que ça va être consommé par les jeunes ou par les enfants qui vont les encaisser, ça va générer de la TVA, ça va générer de l'impôt, et donc ils récupéreront peut-être plus que l'économie de droit de donation, et ça irrigue l'économie et ça refait repartir. Voilà. Donc nous, on est persuadés que notre rôle, c'est plus qu'un droit, c'est un devoir. Chaque fois qu'il y a une situation de crise, chaque fois qu'il y a une loi qui touche l'économie, on doit l'analyser, la critiquer et faire des propositions. C'est ça aussi le rôle des experts comptables au cœur de l'économie, de véritables experts de la TPE-PME. Alors évidemment, la question elle est logique. Que va devenir ce livre blanc? À qui allez-vous l'adresser et surtout comment est-ce que vous allez le promouvoir? Eh bien, on va l'adresser dès demain au président de la République et puis aussi au Premier ministre et aux ministres concernés parce qu'on veut le diffuser largement. Aujourd'hui, le gouvernement, il est en réflexion, il est déjà en travail sur le plan de relance. Il y a eu le plan de soutien que le gouvernement a fait et aujourd'hui, il travaille sur le plan de relance. Donc, il faut qu'on soit aussi, nous, des acteurs
de cette relance en faisant ces propositions, c'est aussi l'influence qu'on veut avoir en tant qu'acteur de l'économie. Il faut aussi qu'on puisse faire des propositions. Et donc, on s'inscrit complètement dans cette démarche. Donc, on va voir quelle va être la suite de ce livre blanc. On va bien sûr communiquer dessus. On va le faire passer au niveau des groupes parlementaires, etc. Et je crois que bien sûr, d'autres organisations, telles que les organisations patronales aussi, font des propositions, c'est normal. Nous sommes des praticiens. Donc, encore une fois, je crois que notre intérêt par rapport à beaucoup d'organisations, c'est qu'on connaît par cœur le monde de la TPE et de la PME. Et on sait que c'est quand même un secteur qui emploie beaucoup de personnes et qui est très important au niveau de l'économie. Je crois qu'on est vraiment les experts de la TPE, de la PME. Et donc, notre analyse de faire des mesures innovantes, de reprendre certaines mesures qui ont déjà eu le cas dans le passé, on l'a discuté au niveau du bureau, on a pris un certain temps de réflexion parce qu'on pense qu'elles sont relativement adaptées. Et à chaque fois, les recettes, elles sont toujours les mêmes au niveau des mesures. Il faut que ce soit des mesures rapides et simples, sinon ça ne fonctionne jamais. Ça aussi, sur la simplicité, on a toujours des messages à faire passer. Il nous reste 4 petites minutes. Je voudrais vous poser une question qui n'est pas en direct lien avec le livre blanc, mais qui traduit aussi le fait que vous êtes au cœur de l'économie. Vous aviez jusqu'à présent un baromètre, me semble-t-il, de la profession qui permettait de donner un tableau très, très exhaustif, très précis de l'état des lieux, autant de la conjoncture. Où est ce baromètre? Gabi, je pense que tu veux m'énerver là. Donc en fait, on a, au niveau de l'ordre, on a lancé dans la précédente mandature le baromètre Éco-Expert, en fait, qui nous permet, avec 2-3 mois de décalage, de donner le pouls de l'économie locale et même nationale. Par exemple, si je prends ma région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est un baromètre sur 40 000 entreprises de 20 000 euros de chiffre d'affaires à 50 millions. C'est un outil extraordinaire pour donner le pouls de l'économie. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant cette période du Covid? On a arrêté, au niveau de nos institutions nationales, ce baromètre. Ce baromètre aurait pu nous permettre d'avoir une visibilité extraordinaire, de montrer qu'on est véritablement au cœur de l'économie. Sur ce sujet, on est capable d'aller aux 20h de TF1, d'avoir véritablement des données et de montrer ce que nous sommes. Moi, je pense que voilà, sur des sujets, il faut vraiment qu'on sorte de cet anonymat. Il faut qu'on continue de faire des propositions, je pense que c'est capital. Il y a une proposition que je porte depuis quelques temps, c'est la création d'un ministère des TPE-PME. Dans ce pays, Bercy ne connaît que le CAC 40 et les grosses entreprises. La vie économique de notre pays, c'est les TPE-PME. Donc, il va falloir qu'un jour, on ait un véritable ministère. Alors, non pas pour avoir empilé encore d'administratifs et des énarques, mais avec des véritables gens qui connaissent l'entreprise et qui mettent en place des mesures vraiment adaptées. Et la crise du Covid nous a montré que la plupart des mesures à destination des TPE-PME n'étaient pas adaptées à la réalité du terrain. Contrairement à ce que GAPS laisse sous-entendre, le ministère des TPE ne serait pas positionné à Ajaccio. C'est bien ça, rassurez-nous. Bien, messieurs. Simplement, Gabi, il y a simplement sur l'influence de la profession. Hier, les présidents de CRO ont dit tout ce qu'ils faisaient, etc. Par contre, au niveau des institutions, il n'y a pas d'influence depuis 4 ans. Et l'influence des institutions nationales, elle est importante sur des forces de proposition. C'est ce qu'on fait là, mais il faudra continuer, bien sûr, à être force de proposition. Sur aussi se mettre en capacité d'être consulté régulièrement par les pouvoirs publics. Et puis, troisième point, encore une fois, je disais tout à l'heure, on est les meilleurs spécialistes de la TPE, de la PME en France. Donc, un secteur de l'économie énorme. Il faut que nous soyons aussi des tests quelque part. L'État peut disposer de toute la profession comptable pour être les tests des différentes mesures, etc. Donc, sur ces 3 éléments-là, on doit à tout prix, c'est nécessaire, avoir beaucoup plus d'influence au niveau national, comme c'est le cas au niveau régional. Bien, ce sera le mot de la fin de cette plénière. Il est 18h58. J'aurais bien aimé que notre ami Gaps nous fasse un petit coucou, qu'on le retrouve dans son atelier avec peut-être un dernier dessin, s'il en accepte l'idée. Est-ce que ah ben voilà, sitôt dit, sitôt fait. Ah, elle est bien bonne de Canésie, un ministère sans énarque. Voilà, Gaps. Est-ce qu'on peut faire apparaître Gaps à l'écran? Ça serait sympa de le voir, il nous a accompagnés. Ça lui a tellement plu qu'il est revenu. Et nous, on aimerait bien voir sa chevelure blanche
et son atelier en toile de fond. Possible, pas possible, vous me dites. Si c'est pas possible, écoutez, on va essayer de le faire et pendant ce temps, on va inviter ce couple qui nous accompagne tous les soirs à partir de 19h pendant 2 petites minutes. C'est toi et moi. Ce sont 2 comédiens qui nous ont regardés et qui ont invité ce soir quelqu'un que vous connaissez bien. Il se gratte la tête comme ça, vous allez voir. Allô, la police? C'est abominable, mon mari a disparu, il est introuvable. Envoyez-moi un commissaire. Un lieutenant? Bon, ben, je ferai avec. Madame Héloïse Carliot-Frachon, lieutenant Colombo de la police criminelle. Vous avez fait vite. J'aurais quelques questions à vous poser. Je suis tout à vous, lieutenant. Je n'en demandais pas tant. Quelle est la profession de votre mari? Il est expert comptable. Oh, ma femme adore les experts comptables. C'est vrai? Non, je plaisante. Quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois? À 4h30 ce matin. Comme tous les jours, il part très tôt le matin, il rentre tard le soir à 23h. Mais là, il est minuit, je commence à m'inquiéter. Vous savez, ma femme s'inquiète aussi beaucoup quand je rentre tard. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Mais quelle est la journée type de votre mari? Bien, le matin, il se lève, il me bouscule, je ne me réveille pas comme d'habitude. Attendez, madame, je parlais au niveau du bureau. Ah, oui, lieutenant. Il travaille essentiellement avec des TPE et des PME qu'il connaît très bien. Ramenez-le-moi, lieutenant. Il a donc une très bonne connaissance du tissu économique français. Oui, lieutenant. Il est très au point concernant les contrats de travail. Il a passé la moitié du confinement à mettre en place le chômage partiel et l'autre moitié à négocier avec les banques les prêts garantis par l'État. Oh, heureusement qu'il avait ses week-ends pour se reposer. Oh, non, lieutenant. Le week-end, il travaillait sur le fonds de solidarité des entreprises. Oh. Dites-moi, madame, votre mari vous parle beaucoup de son travail. Pour notre anniversaire de mariage, nous sommes allés à Venise. Venise. Ma femme adore Venise. Il a passé 3 jours à m'expliquer la réforme des retraites, jour et nuit. Oh, mais dites-moi, madame, votre mari a beaucoup de hobbies. Ah oui, il est passionné par l'épargne salariale. Attendez, TPE, PME, contrat de travail, retraite, épargne salariale. Ah, je sais où est votre mari, madame. Mais il est où, lieutenant? Il est tout simplement au cœur de l'économie. Vous êtes décidément très fort, lieutenant Colombo. Au revoir, madame. Oh, une dernière question. Quel est le prénom de votre mari? Edgar. Edgar Carliot-Frachon, ECF. Il porte très bien son nom. Félicitations, madame. Au revoir. Allô, la police? Est-ce qu'on est à l'image ou pas, là? Parce que moi, j'aimerais bien qu'on découvre notre ami Gaps. Il est là. Gaps nous a rejoints. Coucou, on le voit, il est là. Dites-moi, Gaps, il y a beaucoup de choses derrière vous, hein? Ah oui, il faut ouvrir le micro. Oui, vous l'aviez éteint parce que votre stylo faisait du bruit. Hein? Non, mais c'est tout simplement mon atelier. Donc, il y a beaucoup de papiers, beaucoup de docs, beaucoup de livres de confrères que j'aime bien. Voilà. Vous connaissiez les experts comptables et leur univers étrange? J'en ai un et qui m'aide beaucoup. C'est ce que dit mon fils. Il dit quitte à avoir un comptable, autant d'avoir un comptable qui vous fait gagner de l'argent. Là, vous avez perdu la moitié de vos honoraires. Hein. Vous les avez qualifiés de comptables alors qu'ils sont experts comptables. Ah, experts comptables, oui. Mais comme le vôtre est un expert comptable ECF, c'est sûr, on vous remercie et on vous pardonne. Mais 1000 fois merci. Vous revenez quand vous voulez, Gaps. Attendez, entre-temps, je vais prendre des petites vacances. Ouais. Ce que je vous souhaite aussi. Méritez. Bonnes vacances à vous, Gaps. Peut-être en Corse, hein, je ne sais pas. Ah, vous êtes le bienvenu chez Lionel, à Ajaccio. Merci 1000 fois. Jean-Luc Flabeau, Lionel Cadesi, c'est bien de terminer sur une note de bonne humeur quand même comme ça. Hein, voilà. Alors, on continue ce congrès demain. On est, je crois, à près de 4000 visiteurs. Donc, je ne sais pas, on dévoilera les chiffres définitifs demain soir. Mais on est plutôt tous très satisfaits. Bonne fin de soirée
et puis que ce livre blanc ait une longue vie et des effets sur l'économie française. À très vite. Bonne soirée. Bonsoir.